Alors à présent, on va s'occuper de faire l'IA. Donc l'IA, comme je vous l'ai dit, c'était un algorithme en fait de RL. Donc RL pour Reinforcement Learning ou apprentissage par renforcement. L'apprentissage par renforcement, comme je vous l'ai déjà un petit peu expliqué, c'est tout simplement en fait un algorithme où on est dans un état du jeu et en fait pour chaque action on va voir quelle est l'action qui va nous donner l'espérance de gain la plus intéressante. Donc l'espérance de gain, c'est vraiment comme au sens mathématique, c'est si vous faites cette action, en moyenne, quel gain vous allez avoir sur du long terme. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'on veut maximiser nos gains, donc on va prendre l'action qui est la plus intéressante. Pour pouvoir savoir ce gain, il y a plusieurs manières de faire. Une manière de faire, c'est d'utiliser l'algorithme qu'on appelle l'algorithme Q-Learning. Donc l'algorithme Q-Learning, qu'est-ce que c'est? En fait, il va contenir une table qu'on appelle une Q-Table. Le Q, c'est pour Quality. Et en fait, cette table, elle va contenir en fait les récompenses associées à chaque action dans chaque état. Ok? Et cette table, en fait, c'est pas juste on a la récompense en fait dès qu'on prend cette action, c'est la récompense en fait espérée en fait sur du long terme. C'est-à-dire si on prend cette action sur le long terme, quel gain ça va nous apporter. Parce qu'en fait le gain dès qu'on prend cette action, il n'est pas compliqué à avoir parce que c'est notre fonction reward qui nous le donne. Mais le truc qui est intéressant de cette Q-Table, c'est de savoir quand on va prendre cette action qu'est-ce qu'elle va nous rapporter en fait sur du long terme, c'est-à-dire en fait quelles vont être les conséquences en termes de gains suite à cette action. Alors le truc qui est intéressant de ce Q-Learning, c'est que donc il a une table qui stocke en fait pour chaque état le gain espéré sur du long terme et on peut le mettre à jour. Donc on le met à jour avec une certaine formule que voici. Alors cette formule est un peu délicate mais elle est pas si compliquée que ça. Donc QSA, ça veut dire en fait la récompense à l'état S si on prend l'action A, et en fait on va la mettre à jour en fait pour prendre en compte l'action suivante, en fait le reward de l'action suivante. Donc ça en fait c'est pour avoir une information sur si on prend cette action A, qu'est-ce que ça va nous donner comme gain intéressant futur. Et le problème en fait par contre de ça, c'est que cette table, c'est possible de la faire si on n'a pas beaucoup d'états ou d'actions possibles. Nous le problème c'est qu'on a un snake et vous voyez qu'en fait le nombre d'états possibles, donc c'est-à-dire le nombre de représentations du jeu, c'est quand même assez énorme. Parce qu'en fait, vous voyez par exemple, ces deux états sont similaires, mais en fait ils sont différents. En fait, un snake a une position donnée et une taille donnée, il va y avoir énormément de possibilités d'états différents parce qu'en fait, la pomme, par exemple, va changer de place. Donc une pomme qui est au milieu du jeu et une pomme qui est tout en haut à gauche, ce n'est pas du tout la même chose. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup d'états possibles que l'on peut faire avec le snake. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas prendre une table, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un réseau de neurones. Voilà, donc ça c'est censé être la représentation d'un réseau de neurones, c'est nickel. Donc alors en fait, le réseau de neurones, à quoi il va nous servir? Il va nous servir tout simplement à estimer en fait le gain espéré quand on prend une action dans un certain état donné. Alors comment il va faire ça? Tout simplement en fait, il va prendre en entrée un état. Ok, donc par exemple on va dire ça c'est notre tableau. On va voir notre réseau de neurones et à la sortie il va nous donner en fait le gain espéré pour chacune des actions. Donc si par exemple on a 3 actions, donc par exemple aller tout droit, à la gauche, à la droite, comme c'est le cas pour notre snake, il va nous donner le reward pour chacune de ces actions. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'on veut prendre l'action qui donne le plus de gains, donc on prendra l'action qui donne le plus de gains tout simplement. Et comment on va entraîner ce réseau de neurones? Donc si vous n'avez pas vu comment ça fonctionne un réseau de neurones, n'hésitez pas à revoir une vidéo des bases du deep learning, notamment sur la partie multilayer perception ou fully connected neural network. C'est la même chose. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à notre IA de jouer plein de parties, plein de trucs, ok. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va stocker tout ça. On va stocker en fait toutes les actions qu'elle a prises dans un état donné et quelle récompense a donné. Ça, on va le stocker dans ce qu'on appelle un buffer ou une memory. C'est tout simplement en fait une mémoire qui va, pour chaque ligne en fait, par exemple, contenir l'action qu'elle a faite dans un état S donné, d'accord, et le reward qu'elle a obtenu et d'autres informations si on en a besoin. Et ce que l'on va faire, c'est que on va avoir donc toutes ces données là, d'accord. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va en prendre quelques-unes. Donc on va former ce qu'on appelle un batch, c'est-à-dire un petit package de données sur toutes nos données qu'on a, et on va entraîner notre réseau de neurones à partir de ça. C'est-à-dire qu'on va lui dire, ok, si t'es dans cet état-là et qu'on te dit, ok, donne-moi la reward, il va essayer d'évaluer la reward. Donc ça va être juste un apprentissage supervisé, vu que en fait on va le dire ok, essaye d'estimer la récompense ici, et à partir de cette récompense que tu donnes, on va voir si t'es proche ou pas de la réalité. Et ensuite grâce à ça, on va pouvoir évaluer en fait si notre action
dans un état donné vaut vraiment le coup en termes de gains espérés sur du long terme. Donc niveau code, on a une fonction que j'ai pas encore abordée, mais on abordera à la fin. Tout d'abord, on va s'occuper en fait de notre Q-learning, ou de notre deep Q-learning plutôt. Alors pour cela, il va nous falloir importer quelques librairies. Donc on va importer Torch, torch.nn as nn, torch.optim as optim, et ensuite on va importer aussi torch.nn.functional as f, numpy, random, collections, from collections import tq, donc ça sera pour notre mémoire, et import os. Donc là on a des hyperparamètres. Les hyperparamètres c'est quoi? C'est les paramètres qui vont contrôler l'apprentissage de notre algorithme. Donc là tout d'abord on a le learning rate. Donc le learning rate c'est à quel point notre réseau de neurones va apprendre rapidement ou non. Plus la valeur est grosse, plus il apprend rapidement, mais l'apprentissage risque d'être instable. À l'inverse, si le learning rate est tout petit, très très petit, l'apprentissage va être beaucoup plus long, parce qu'on va vraiment apprendre vraiment très petit à petit, mais ça va être plus stable et ça peut en général converger vers un meilleur apprentissage. Ensuite, le gamma, c'est tout simplement en fait pour l'évaluation du gain espéré, à quel point on prend en compte en fait le gain futur dans le gain espéré en fait pour une action dans un état donné. Memory size, c'est tout simplement la taille de la mémoire, donc c'est-à-dire combien en fait de données on va stocker pour pouvoir entraîner notre réseau de neurones. Donc là on va stocker jusqu'à 100 000 données. Une fois qu'on a atteint le maximum, c'est-à-dire qu'on a déjà stocké 100 000 données, donc les données, rappelez-vous ce que j'avais dit, c'était les petites lignes en fait, les petites lignes ici, qui contiennent donc l'action, l'état, le reward, etc. Voilà. Ensuite on a le batch size, donc c'est combien de ces données on va prendre pour pouvoir entraîner notre réseau de neurones. Donc on va aussi faire un entraînement de notre réseau de neurones avec juste une seule donnée des fois, donc pour en fait avoir un apprentissage avec de la mémoire court terme et de la mémoire long terme. Donc c'est-à-dire mémoire court terme c'est vraiment sur une toute petite base de données, et long terme c'est avec beaucoup plus de données pour avoir une vision plus globale pour essayer d'apprendre et de se généraliser sur du long terme. Ensuite epsilon start, epsilon end et epsilon decay, ça ce sera en fait un hyperparamètre qui va nous permettre de savoir à quel point on va tester des choses au hasard. Tester des choses au hasard, au début c'est une bonne idée. Pourquoi? Parce que notre réseau de neurones ne peut pas bien évaluer en fait les gains en fait d'une action donnée dans un état. Tout simplement parce que il a pas de données. Donc ce qu'il faut au départ, c'est qu'il faut tester plein de choses. Et c'est après, quand on aura suffisamment de données, qu'on va diminuer ce test au hasard, parce que on veut pas faire un algorithme qui joue juste au hasard. Et donc on va diminuer en fait cette partie exploration. Donc ça, c'est ce truc de on teste des choses au hasard, c'est la partie exploration. Et quand on commence à utiliser beaucoup plus notre réseau de neurones et notre algorithme pour savoir en fait quelle action on va faire, c'est la partie exploitation. C'est-à-dire qu'on va exploiter en fait notre algorithme qui après des choses. Alors donc du coup notre algorithme, donc le deep Q-learning, c'est l'algorithme en fait qui va nous donner en fait la qualité, donc Q pour quality, ou tout simplement en fait le gain espéré d'une action dans un état donné, et ce gain sera trouvé et aidé grâce à un réseau de neurones. C'est tout simplement un fully connected neural network. Qu'est-ce qu'il contient? Il est pas très grand, donc notre réseau de neurones c'est un neurone qui n'a pas beaucoup de couches, en fait il a juste une seule couche cachée. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire class linear qnet nn.module def __init _ self input size. Donc ça va être donc le vecteur ou la matrice, en fait la taille de la matrice qu'on va donner en entrée à notre réseau de neurones. Hidden size, c'est la taille de notre couche cachée que l'on veut, et output size c'est quelle est la taille de la matrice qui va être donnée en sortie. Alors ensuite on fait superlinear.qnet, donc c'est pour pouvoir faire l'héritage grâce à nn module, et on va faire self.linear égale à nn.linear input size hidden size, et self.linear2 nn.linear hidden size output size. Donc alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? Donc le input size, c'est tout simplement ce qu'on a ici, ok, ce que j'avais essayé de représenter, ou ce que je représentais en fait aussi ici, c'était la même chose, hein. Donc ça c'est tout simplement en fait combien on a de données en entrée. La couche cachée, donc par exemple si ça fait 516 ou 512 par exemple, c'est tout simplement en fait combien on a de perceptrons qui sont ici, ou le nombre de neurones, hein, si vous voulez, et output size, c'est combien on va avoir de neurones de sortie ici. Ok, donc ensuite on va faire notre méthode forward, donc ça c'est pour savoir comment on va donner nos données et comment elles vont passer au travers de notre réseau de neurones. Donc alors ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire def forward self x, donc x ce sera notre input, donc nos données en entrée.
Ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire x égale à f.relu ou relu self.linéaire 1x. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on va appliquer une fonction non linéaire d'activation qui s'appelle relu sur en fait la première couche de réseau de neurones, la première couche de notre réseau de neurones, pardon. Et ensuite, on va faire x égale à self.linéaire 2. Donc on va récupérer en fait les valeurs en fait données par notre réseau de neurones en sortie grâce à ça. Et on fait return x. Ensuite, ces deux méthodes là, elles sont pas très intéressantes, on va quand même les voir rapidement. C'est tout simplement des méthodes pour sauvegarder un modèle et charger un modèle. Donc sauvegarder un modèle ou charger un modèle, ou un modèle ici dans ce cas-là, c'est tout simplement en fait notre fichier de poids, c'est-à-dire tous les paramètres de nos neurones. Alors, pour sauvegarder un modèle, tout simplement, c'est qu'on peut prendre un paramètre filename pour donner en fait un nom au fichier qu'on va sauvegarder. Donc les modèles de PyTorch sont sauvegardés en .pth. Et ce qu'on fait, c'est qu'on fait model folder pass. Donc on va mettre ça dans un dossier particulier, donc qui s'appellera model dans mon cas. Si ce dossier n'existe pas, on le vérifie en faisant if not os.pass.exists model folder pass. Et bien on va en créer un en faisant os.mkdirs. MakeDirs, pardon. Je dis mkdir parce que pour ceux qui connaissent, la commande mkdir c'est pour créer un dossier dans un invite de commande. Ok, donc ensuite, le nom du fichier pour pouvoir sauvegarder le modèle, ce sera tout simplement os.pass.join model folder pass filename. Donc c'est tout simplement en fait le nom du fichier. En fait, il est constitué aussi du chemin pour pouvoir pour savoir où est-ce qu'on va stocker le fichier, et le fichier sera stocké dans le dossier modèle. Et ensuite, on fait torch.save self.state.dict filename. Donc cette fonction là nous permettra de sauvegarder nos fichiers de poids, notre fichier de poids. Ensuite def load, donc ça c'est pour charger, donc charger un fichier de poids. Donc charger le fichier de poids, on prend aussi un paramètre qui s'appelle filename, par défaut model.pth. On va ouvrir ce fichier qui se trouve dans le dossier modèle, et ensuite on fait self.load.state.dict torch.load filename waits only égale à true. Voilà, donc ça c'est bien pour pouvoir sauvegarder un modèle quand vous avez trouvé une IA qui fonctionne bien et que vous voulez la sauvegarder et la réutiliser plus tard. Et donc pour la réutiliser, il faudra tout simplement rappeler le modèle grâce à la méthode load. Ok, donc l'idée de l'algorithme du Deep Q-Learning, c'est le suivant. Donc c'est-à-dire qu'en fait on va avoir un certain nombre d'épisodes. Alors un épisode, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement en fait un nombre d'étapes. Et cet épisode se termine soit parce qu'on a atteint un nombre maximum d'étapes, soit parce que le jeu est terminé. Donc par exemple dans le cas ici, un nombre d'étapes maximum, c'est, rappelez-vous quand je vous avais dit, avec le self.frameIteration, c'est-à-dire que le snake se balade pendant beaucoup trop longtemps sur la map sans rien faire. Rien faire dans le sens qu'il n'a pas mangé une pomme ou il n'a pas fait de collision. Ça se termine si par exemple il touche il fait une collision. Voilà, donc ça c'est un épisode, donc c'est tout simplement une séquence en fait d'étapes. Et les étapes ici, c'est tout simplement une action comme par exemple se déplacer. Ok, ensuite ce que l'on va faire, c'est que on va se déplacer, c'est-à-dire soit on prend une action au hasard, soit on prend l'action, en fait, la meilleure action dans le sens celle qui donne le gain espéré le plus élevé dans cet état donné, grâce à notre réseau de neurones. Ensuite, on va exécuter ça, donc c'est-à-dire qu'on va, on va dire cette action, on l'exécute, on va avoir un nouvel état, et on va continuer, et avant de continuer, on va stocker donc l'état, l'action et les rewards qu'on a eu grâce à ça. Et ce qu'on va faire, c'est que on va continuer jusqu'à ce qu'on arrive à la fin de l'épisode. Et si on arrive à la fin de l'épisode, donc c'est-à-dire que le snake est mort ou alors il faisait trop de choses qui ne nous intéressaient pas, eh bien on va arrêter. On va prendre un mini batch, donc c'est-à-dire, on va prendre un batch, donc c'est-à-dire une partie de nos données qu'on a stockées, et on va entraîner notre réseau de neurones. Et grâce à ça, ce réseau de neurones va être entraîné. On va par exemple le faire avec une descente de gradient, comme ils nous le disent ici. Et ensuite, on va recommencer, on va refaire un nouvel épisode. Alors, l'idée, c'est qu'on va avoir deux classes, donc qui s'appellent QTrainer, qui va nous permettre de faire l'entraînement du réseau de neurones, et Agent, qui va nous permettre de stocker en fait tout le reste, donc c'est-à-dire récupérer notre modèle, nous dire qu'est-ce qu'il faut faire, enfin nous donner l'action dans un état donné grâce au réseau de neurones, dire il faut qu'on entraîne le réseau de neurones, et aussi d'autres informations, enfin d'autres choses comme par exemple stocker nos données. Alors QTrainer, donc qui contient en paramètre un modèle, donc c'est-à-dire un réseau de neurones, LR, learning rate et gamma. Alors, donc ça va être nos attributs de base. Ensuite on a l'optimizer, donc l'optimizer c'est quoi? C'est tout simplement comment on va effectuer notre descente de gradient. Quel algorithme on va utiliser pour effectuer notre descente de gradient. Et la descente de gradient, je le rappelle, c'est en fait tout simplement un processus qui permet de
de donner en fait les poids qui sont intéressants. Ensuite, self.criterion, c'est donc notre fonction coût. La fonction coût, c'est ce qui va nous permettre de savoir à quel point le réseau neurone se trompe sur ses prédictions. C'est-à-dire, quand il va nous donner une récompense, est-ce que cette récompense, c'est les bonnes ou pas? Donc on va la comparer avec la récompense réelle qu'on a grâce en fait à notre mémoire, où on a stocké toutes les informations nécessaires. Donc notre fonction coût, ce sera une MSE, donc MSE c'est pour Mean Squared Error, donc ça veut tout simplement dire que on va faire la différence au carré en fait des prédictions, entre la prédiction et la valeur réelle. Ok, alors ensuite dev.trainStep, donc ça c'est pour entraîner notre réseau de neurones. Donc il va prendre en paramètres state, action, reward, next state et done. Alors ça, voyez-les comme des matrices, ok, c'est-à-dire que c'est en fait un ensemble de states, un ensemble d'actions, enfin un ensemble pas dans le sens ensemble mathématique, mais c'est c'est un tableau qui contient plusieurs états, plusieurs actions, plusieurs rewards et plusieurs next states, c'est-à-dire quand on était dans un état, quel était l'état suivant après. Et ensuite donne une liste en fait, ou une matrice qui contient plusieurs done pour savoir selon les cas en fait, est-ce que le jeu s'est terminé ou pas. Ensuite, ce que l'on va faire, c'est qu'on va les convertir en tensor, donc pour Torch, parce que ce sera mieux pour les manipuler pour lui. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire un cas d'abord si on a juste un seul état. Donc ça, en fait, c'est des fois, on va juste faire un entraînement avec un seul échantillon. Et donc si c'est le cas, on va juste les redimensionner pour que le réseau neurone, en fait, c'est juste un petit détail sur PyTorch. En fait, il faut juste les resizer. Il faut que, vu que ce sera juste ce sera juste des listes, il faut quand même les convertir en matrice, donc en tableau à 2 dimensions. Donc en fait, on rajoute juste une dimension. Ok, donc imaginez votre state, en fait, par exemple, à la base, il fait en shape, il fait, je sais pas, juste, on va dire, comme ceci, 3, ok. Et bien là, on va le convertir en 1,3. C'est-à-dire que là, ce sera donc un tableau à 2 dimensions et pas juste un simple vecteur. C'est juste du détail pour PyTorch. Et ensuite, ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire la prédiction et on va comparer par rapport à la valeur en fait réelle. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire target spread.clone. Donc en fait, on va juste prendre le tableau, de prédiction et on va le cloner pour en avoir 2 indépendants. Et ensuite, ce qu'on va faire pour chaque en fait échantillon, on va regarder en fait si l'épisode s'est terminé ou pas. Si l'épisode s'est terminé, on n'a pas besoin de calculer le gain espéré futur en fait. C'est le reward immédiat tout simplement parce que il n'y a pas de gain futur vu que l'épisode est terminé. Donc c'est tout simplement QNew égale à reward entre crochets IDX. Ensuite, si l'épisode n'est pas terminé, alors il faut prendre en compte le gain futur. Ce que l'on fait, c'est qu'on fait tout simplement reward IDX plus self.gamma fois torch.max self.model next state IDX. Donc ça veut dire qu'on prend en compte en fait le gain de l'action suivante. Et ce que l'on fait, c'est qu'on fait target IDX torch.argmax action IDX.item. Donc on va changer en fait la valeur du reward pour l'action en fait qui donne la meilleure récompense. Et on fait tout simplement avec QNew, donc qui va nous permettre de changer la valeur de récompense pour l'action prise. Et ce que l'on va faire, c'est que cette target, donc du coup on va pouvoir la comparer avec pred, pour savoir si la valeur prédite en fait originellement par notre réseau de neurones est proche ou pas. On fait donc le calcul en fait de la fonction coût avec self.criterion target et pred et on fait ensuite l'optimisation, enfin on met à jour donc du coup nos poids grâce à ça. Maintenant on va passer à l'agent, donc c'est-à-dire notre IA qui va contenir notre réseau de neurones et aussi la classe qui nous permet d'entraîner ce réseau de neurones. Alors on va faire un attribut qui s'appelle endgames pour savoir combien de jeux on a fait. En fait les games c'est les épisodes, ok. Une partie c'est un épisode. Voyez-le vraiment comme ça pour savoir la définition, la notion d'épisode. Ensuite epsilon, c'est simplement epsilon start. Self.gamma, c'est le discount rate, donc c'est-à-dire ici, c'est-à-dire à quel point on valorise les récompenses futures, plutôt la récompense future, par rapport aux récompenses immédiates. Récompense immédiate qui est ici. Ok, donc ensuite self.memory égale à dq maxlen égale à memory size. Donc ça va être notre mémoire. Le modèle ici, qui va contenir 11 inputs. Comment on les obtient? C'est grâce au state qui est ici. En fait, ce qu'on va donner en entrée, c'est un state qui est ici. Ensuite, on a 256 en couche cachée, donc on aura 256 neurones pour notre couche cachée. Et 3 outputs, c'est nos 3 actions. Et trainer, c'est ici, la classe qu'on vient tout juste de voir. GetState, c'est tout simplement
en fait une méthode qui nous donne l'état grâce au jeu game qui est passé en paramètres. Remember, c'est tout simplement l'ajout de state, action, reward, next state et done. Donc c'est, vous savez, les échantillons pour un état et une action donnée dans cet état qui nous donne une récompense et qui nous amène à un état suivant. Et done pour savoir si cette action nous a amené en fait à la fin d'une partie. Ensuite, train long memory, donc ça c'est pour faire un apprentissage avec un batch. Donc si la mémoire est bien évidemment plus grande à plus d'échantillons que la valeur de batch size, sinon en fait le nombre de données qu'on va donner, ce sera tout simplement la mémoire en entier. Si on est dans le cas où on a une mémoire qui a beaucoup plus que 64 valeurs, parce que batch size dans mon cas c'est 64 valeurs, alors on va prendre des échantillons au hasard. Ça va permettre en fait au réseau neurone de mieux apprendre, parce qu'en fait il va pas juste avoir des échantillons en fait dans l'ordre. Donc du coup, il va devoir être obligé d'apprendre des corrélations qui sont pas juste liées avec le temps. Le temps dans le sens où si on faisait pas des trucs au hasard, en fait il aurait juste une seule liste en fait d'un déroulement bien clair. Là c'est plus compliqué pour lui, donc il va mieux apprendre à se débrouiller pour pouvoir faire une IA qui fonctionne bien. Voilà, et ensuite donc on peut donner ces échantillons en fait à notre trainer, donc pour pouvoir entraîner le réseau de neurones. Ensuite train short memory, donc ça c'est ce que je vous avais dit, donc il y a long memory et short memory, donc un qui est pour faire un apprentissage plus sur du long terme et l'autre sur du court terme pour que l'IA sache faire des choses sur des instants très courts, donc savoir se débrouiller pour juste faire une action et sur le moment elle est bonne, mais aussi pour faire des actions qui seront intéressantes pour le futur. Ensuite, get action, donc ça c'est, vous savez, le truc que je vous avais montré il y a pas longtemps, c'est est-ce qu'on fait de l'exploration ou est-ce qu'on fait de l'exploitation. Donc l'exploration c'est on prend une action au hasard et on regarde en fait qu'est-ce que ça nous donne cette action. Et si on fait de l'exploitation, on prend en fait l'action qui donne la meilleure récompense dans cet état donné. Donc ce que l'on fait, c'est que on fait un trade-off, donc c'est-à-dire un compromis. Donc c'est-à-dire qu'au début on va surtout faire de l'exploration et après au fur et à mesure on va diminuer l'exploration pour avoir beaucoup plus d'exploitation. Donc pour cela on fait une formule comme par exemple celle-ci, et donc ça va nous donner une valeur entre 0 et 1, et ensuite ce qu'on fait, c'est qu'on fait un random.random, donc si la valeur est plus petite que epsilon, alors on fait une action au hasard. Et l'epsilon, vu qu'il va devenir de plus en plus petit au fur et à mesure des épisodes, comme vous pouvez le voir notamment avec ce np.exp.self-endgames, donc qui dépend du nombre de parties, et vu que ça va croître de plus en plus, le exponentiel du coup va diminuer de plus en plus. Et du coup, vu que cette valeur va être de plus en plus petite, donc du coup on rentrera de moins en moins dans ce if ici, et donc on fera de plus en plus appel à ce code ici qui va nous donner une action grâce à notre réseau de neurones. Voilà, et l'action elle est donnée en faisant tout simplement, alors tout d'abord on prend le state, on le convertit en tensor, on fait self.model state 0 pour dire qu'on est dans l'état 0, l'état actuel, et l'action c'est tout simplement torch.argmax prediction.item. Ça c'est pour avoir en fait l'argument, enfin plutôt l'index en fait de l'action que l'on doit faire, juste l'index que l'on stockera dans final move, et donc on retombe en fait sur faut que j'arrive à le retrouver, je vais réussir à le retrouver, vous inquiétez pas, sur ces listes là, vous voyez, qui donc contiennent soit des 0, soit des 1, enfin contiennent que des 0 et un seul 1, et ce sera grâce à ce 1 ici, donc c'est-à-dire grâce à l'index en fait de l'action que l'on doit jouer. Voilà, et là j'ai mis aussi save et load, je ne sais plus pourquoi, peut-être parce que c'était via agent que je voulais appeler, ça se répète un peu mais ce n'est pas trop grave. Et donc maintenant il nous reste la dernière fonction à faire, qui va être la fonction qui va faire notre jeu, qui va dire ok, donne-moi l'état actuel, donne-moi l'action, ensuite on va appeler l'agent, on va dire donne-moi l'action qu'il faut que je fasse, et on va stocker aussi toutes les informations, donc nos échantillons, et ensuite on va dire ok, là entraîne mon modèle. Donc on va faire une fonction train qui va contenir deux listes, plot scores et plot min scores. Donc ça c'est, plot scores c'est tout simplement en fait tous les scores, et min scores c'est tout simplement on fait la somme de tous les scores qu'on a jusqu'à maintenant et on divise par le nombre de parties qu'on a fait. Total score, du coup, ce sera pour faire notre min scores, donc pour pouvoir sommer tous les scores. Et record, c'est tout simplement le record. Ensuite, on peut faire agent égale à agent, donc pour instancier notre IA. On peut charger un modèle, donc comment on le fait? On fait tout simplement agent.model.load, et là, ici, vous mettez le nom du fichier que vous voulez. Comme par exemple model.pth. Moi, il était dans un dossier, donc je devrais faire model/model.pth.
Sinon, bah, je vais faire moi-même, je vais refaire un modèle from scratch, c'est-à-dire à zéro. Je fais ensuite game égale à snake game AI, donc pour pouvoir faire mon jeu, et je fais run égale à true. Donc moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est que j'ai décidé de pas décider un nombre d'épisodes à l'avance. C'est tout simplement en fait l'utilisateur qui décide quand est-ce qu'il arrête. D'où pourquoi il y avait dans ce code ici ce pygame.quit pour pouvoir permettre à l'utilisateur de fermer la fenêtre et donc d'arrêter l'entraînement. Donc while run, bah, c'est pas compliqué, on prend le state qu'on est actuellement, on va prendre ensuite l'action qu'on doit faire dans ce state, donc grâce à agent, qui va nous donner donc l'action que l'on doit faire. Ensuite, on va prendre cette action et on va dire bah ok, bah on va faire cette action. Donc on fait un game.playStep. Donc ça veut dire que le snake en fait va bouger selon l'action qui a été donnée. Et grâce à ça, ça va nous donner un reward si l'épisode est terminé ou pas et un score. Et le nouvel état, ce sera donné grâce à ce getStateGame. Donc le jeu a changé d'état, donc on va pouvoir avoir un nouvel état. Ensuite, on va pouvoir faire un train short memory, donc pour savoir pour pouvoir faire un entraînement en fait sur juste ce qu'on vient de faire à l'instant. Et on va faire un agent.remember qui va donc stocker tout ce qu'on vient de faire ici, donc c'est-à-dire prendre l'état actuel, prendre une action et regarder quel reward ça nous donne et quel nouvel état ça nous donne. On va mettre à jour notre interface graphique, donc on va faire un game.jo qui va nous mettre à jour le snake selon ce qu'il vient de faire ici, s'il vient de se déplacer ou pas, s'il vient de manger une pomme ou pas, donc l'augmentation du score par la même occasion, ou s'il est mort, donc on réinitialise. ClockDocTick, c'est tout simplement combien de fois on va passer dans cette fonction, donc on va l'appeler speed fois par seconde, donc par exemple 500 fois par seconde, ce qui veut dire que cette fonction sera appelée 500 fois, donc 500 fois par seconde si l'ordinateur le peut, va faire 500 appels de getState, 500 appels de getAction, 500 appels de gamePlayStep, etc. Alors quand je dis 500 fois, c'est en fait il va passer 500 fois dans cette boucle, donc il va passer une fois, il va faire tout le code ici, il va repasser une deuxième fois, il va repasser une troisième fois, il va repasser une quatrième fois, etc. Donc en fait quand je disais il appelle speed fois la fonction train, non c'est plutôt il rentre speed fois dans la boucle while, parce que la fonction train elle est juste appelée une fois. C'est cette boucle en fait qui est répétée plein de fois grâce à ce speed qui est répété un certain nombre de fois par seconde. Ensuite, si la partie est terminée, ou si l'épisode est terminé, on réinitialise le jeu, on incrémente endgames de 1, et on entraîne notre réseau de neurones sur ces nouvelles données. Alors, c'est pas forcément ces données de cet épisode en particulier, parce que souvenez-vous, il prend des données au hasard. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il y a eu de nouvelles données qui ont été ajoutées, et donc ça peut avoir un impact sur son entraînement. Ensuite, si le score est plus grand que le record, eh bien on va stocker ce nouveau score, et on va faire agent.model.save, c'est-à-dire qu'on va sauvegarder le modèle actuel. Ça c'est bien parce que ça permet en fait d'avoir le modèle en fait avec le modèle qui nous a donné le meilleur score. Et donc on peut garder une trace plus facilement en fait du moment en fait où le réseau neurone a mieux performé. Parce que ça peut arriver que le réseau neurone va bien performer à un moment, puis après pour je ne sais quelle raison, il va moins bien performer. Et donc on risque de perdre la trace en fait du modèle qui était intéressant, et donc là on garde vraiment le meilleur. Là je fais un petit print dans la console, c'est pas très important. Et ensuite on pense à ajouter le score dans plot scores. On ajoute le score à total score aussi, et on fait le score moyen pour ce nouvel game, pour la fin de cette nouvelle partie, et on l'ajoute dans plot min scores. Et ensuite on peut faire if __name _ égale à _ main _ et on fait l'appel de la fonction train. Et donc du coup, ce code nous permet d'entraîner une IA grâce à de l'apprentissage par renforcement et de l'algorithme qui s'appelle le Deep Q-Learning pour pouvoir jouer au snake. Et donc, faut laisser entraîner pendant un petit moment, mais ensuite, on peut réussir à avoir donc des performances comme celle-ci. Et si on affiche ensuite les plots, donc c'est-à-dire l'interface graphique donnée par Matplotlib ici, on peut voir que on a des résultats qui sont quand même plutôt bons, donc qui s'améliorent évidemment au fur et à mesure. On remarque quand même que le score moyen atteint en général un plateau aux alentours de 30, donc ce plateau est atteint plus ou moins rapidement, donc ça dépend en fait de la reward function que j'ai changé. J'ai testé plusieurs valeurs pour la reward function, donc l'idée de faire des grosses récompenses négatives pour les collisions, ça c'est plus ou moins toujours resté. Ce qui a surtout changé en fait, c'était les récompenses dans le cas où il mange une pomme et dans le cas où il ne se passe rien. Alors
Alors, dans le cas où il mange une pomme, au départ, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait une récompense qui était plus petite que les récompenses négatives des collisions. Ça avait tendance à moins bien fonctionner. C'est un peu normal, tout simplement parce que, en fait, si par exemple, on a une récompense de 100 pour manger une pomme, une récompense de moins 1000 quand on fait une collision, ça veut dire que avant qu'ils se rendent compte que manger une pomme c'est intéressant, ça risque d'être très long, parce qu'en fait il faut qu'il mange au moins 10 pommes pour se rendre compte en fait que manger 10 pommes, ça va lui donner une récompense totale de 0, parce qu'on va avoir les 1000 les 1000 de récompenses positives des pommes et les moins 1000 des récompenses de la collision qui vont se sommer et donner un truc nul. Ensuite, un truc que j'avais fait, donc du coup ce qu'il fallait faire, c'était mieux de tout simplement mettre une récompense en fait de 1000, donc c'est-à-dire de la même valeur que la récompense négative quand il fait une collision. Ensuite, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait aussi une récompense de 0,1 quand il se passait rien. Le problème de ça, c'est que il avait tendance à ne pas faire grand chose en fait, c'est juste à se déplacer un peu et ne pas faire de collision et ne pas manger la pomme, ou manger la pomme mais de manière un peu au hasard on va dire. Donc c'est pour ça qu'il a été ajouté aussi de faire une vérification en fait que au bout d'un certain temps, s'il ne fait rien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de collision, qu'il n'a pas mangé de pomme, alors on arrête et on met une pénalité négative. Mais il a fallu quand même remettre le reward à 0 parce que ça fonctionnait un petit peu mieux. Évidemment, il y a d'autres choses qu'on pourrait améliorer, comme par exemple faire de nouvelles essais avec la reward function. On pourrait changer aussi un petit peu les hyperparamètres. Ça, c'est un truc qui pourrait être aussi à tester. Mais malgré ça, on arrive quand même à avoir un Snake qui joue quand même plutôt bien. C'est quand même assez difficile d'obtenir des scores de 30, 40, 50 ou 60. Et l'IA, au bout d'un certain temps, arrive quand même à les obtenir. Et à les obtenir régulièrement. Donc c'est quand même des résultats qui sont plutôt satisfaisants, je trouve. Voilà, donc cette vidéo est à présent terminée. Si vous avez des commentaires ou si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les laisser dans la section commentaires. Et moi sur ce, je vous dis portez-vous bien et à une prochaine. Salut! Command lines lightning fast in the night.